Le parquet met en mouvement l'action publique et l'exerce tout au long de la procédure. Les dispositions de l'article 17.3 du statut précisent que l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le ministère public, excluant ainsi toute possibilité pour une victime de déclencher une telle action en saisissant directement la chambre d'instruction d'une plainte avec conscience de partie civile. Dès lors, il appartient au procureur, selon l'article 17.4 du même statut, d'ouvrir une information d'office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, organisations internationales et non gouvernementales, ou sur plainte des victimes, sans préjudice de leur lieu de domiciliation. C'est ainsi que dès l'installation le 8 février 2013 du parquet, de la chambre d'instruction et de la chambre d'accusation, le procureur et son équipe ont mené une enquête préliminaire en demandant une entraide pénale internationale à la Belgique et au Tchad. La Belgique d'abord, parce que le premier pays à instruire contre Hissène Habré sur la base de la compétence universelle, et dont les autorités judiciaires ont bien voulu jouer à fond la carte de la coopération judiciaire en nous envoyant d'abord une copie du dossier et en acceptant de nous recevoir dans le cadre d'échanges et de partage d'expériences. Le Tchad ensuite, qui a répondu favorablement à notre demande de transport sur les centres de détention, ou ce qu'il en reste, et sur quelques sites supposés abriter des charniers dans la capitale. Les entretiens avec les victimes et associations de victimes ont permis de se rendre compte de leur état psychologique et de leurs besoins de justice. Ces deux déplacements ont renforcé les présomptions de violation grave du droit international qui transparaissaient déjà dans l'exploitation des sources gouvernementales, à savoir le rapport de la Commission nationale d'enquête du Tchad, des rapports des ONG, de Human Rights Watch, Amnesty International et des nombreuses plaintes déposées par les victimes. C'est en considération de toutes ces investigations que le parquet, usant des prérogatives qui lui sont conférées par le Code de procédure pénale en vertu de l'article 12 du statut des chambres, a fait procéder le 30 juin 2013 à l'arrestation de Hissène Habré et demandé sa mise en détention à la chambre d'instruction par un réquisitoire introductif signé le 2 juillet 2013. C'est à ce titre que plusieurs requêtes ont été introduites par le parquet et auxquelles la chambre d'instruction a fait droit en ordonnant des expertises et des mesures conservatoires sur les biens de Hissène Habré et de toutes les 5 autres personnes visées dans les poursuites. Et des mandats d'arrêt internationaux ont été aussi décernés contre ces fugitifs. Placé dans un premier temps au pavillon spécial de l'hôpital de Dantec, il a été finalement interné dans un quartier répondant aux standards internationaux, si à la maison d'arrêt du Cap Manuel. L'instruction a été menée, il faut le dire, de main de maître par les juges de la Chambre africaine extraordinaire d'instruction, dont les décisions, comme vous le savez, étaient susceptibles de recours devant la Chambre africaine extraordinaire d'accusation, qui a rendu 3 arrêts sur appel du parquet et 1 arrêt sur appel de l'État du Tchad. Le premier acte d'instruction a été l'inculpation de Habré en présence de ses avocats. Et c'est la seule fois qu'elle a fait une déclaration et a refusé de signer son procès verbal, tout comme les autres procès-verbaux d'interrogatoire. Il avait déclaré en substance lors de sa première comparution. Il dit, je cite Habré, premièrement, je suis ici de façon tout à fait illégale. J'ai fait l'objet d'un enlèvement, d'un kidnapping. Deuxièmement, la question de la dignité, de la légalité des chambres africaines est en cause et elle est posée devant la Cour de justice de la CEDEAO. De ce fait, poursuit Habré, je refuse de répondre à vos questions, ne reconnaissant pas la compétence des chambres que je considère comme un service administratif. Voilà la seule déclaration que Habré a eu à faire, et ça, c'était devant le juge lors de sa première comparution. Donc Habré, nonobstant cela, a été inculpé de crimes contre l'humanité. La définition figurant à l'article 6 du statut prévoit que sont incriminés les actes sous-jacents prohibés s'ils sont commis à l'occasion d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile. Des crimes de guerre, il a été inculpé. L'article 7 du statut a expressément criminalisé les infractions graves, article 7 paragraphe 1 du statut, ainsi que les violations graves de l'article 3 commun aux conventions de Genève. Article 7 paragraphe 2 du statut commises dans le cadre de conflits armés, qu'ils soient internationaux ou internationaux. Inculpé aussi des crimes de torture comme crime autonome. La définition figurant à l'article 8 du statut est la même que celle contenue
à l'article 1, paragraphe 1 de la Convention contre la torture. Après l'étape de l'inculpation, la Chambre africaine d'instruction allait exercer sa compétence extraterritoriale en lançant 4 commissions rogatoires internationales au Tchad avec déplacement des juges et du parquet. Près de 2500 victimes ont été entendues et dont la plupart sont membres des associations des victimes SIAP, Association des victimes de crimes et de la répression politique, AVCRP, dirigée par Zakaria Fadoul, du réseau des associations de défense des droits de l'homme, RADHT, dirigé par Djida Oumar, Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme, ATPDH, dont la responsable est Maître Jacqueline Mouteinan, et l'Association des victimes des crimes et la répression des Sénabrés, AVCRHH, qui a à sa tête Clément Abay Fouta. Une soixantaine de témoins, dont 30 anciens agents de la direction de la documentation et de la sécurité des DES, ont été entendus. Un transport a été effectué dans les centres de détention, notamment la piscine et les sites en chantier et abrité naguère la prison, dites les locaux, le camp des martyrs, la gendarmerie 1 et 2. L'exploitation des archives de la DDS a permis de numériser des milliers de pièces sur les archives de cette police politique. La visite des charniers s'est effectuée avec les membres de l'équipe argentine d'anthropologie médico-légale, EAAF, au sud du Tchad, à la ferme de Deli, dans le Logone occidental et dans les localités de Moundou, Koumra, Maïguide, Sar et Ngalo, dans le Moyen Chari, dans le Guéra, au centre du pays, les sites de Tchémé, Mongo, Ambazira et Bitkin ont été visités. Au nord-est, ABC, avec les charniers de Mabrouka, les localités de Iriba et Tiné ont été aussi visitées. Dans la capitale N'Djamena, les charniers de Dougui Alay, Ambing et Ambralgoz ont été visités par les experts qui ont déposé leurs conclusions. 2 autres commissions rogatoires n'ont pu être exécutées par l'État requis à propos de la demande d'audition de Goukine Wadei en qualité de témoin et de la demande des juges à être autorisés à se déplacer pour procéder à l'inculpation de Saleh Younous et de Mohamed Djibril El Djonto, détenus à N'Djamena dans le cadre d'une instruction interne. Une commission rogatoire internationale a été exécutée aussi en France pour l'audition d'un ancien de la DDS qui vit en exil. En dehors de l'expertise d'anthropologie médico-légale, ont été ordonnées une expertise militaire, une expertise portant sur le contexte historique du Tchad, sur Habré, une expertise graphologique, une expertise portant sur le taux de mortalité dans les centres de détention. Les conclusions de ces rapports seront discutées à l'audience en présence de tous les experts. Le travail des juges en interne s'est résumé aux interrogatoires au fond et confrontation de Hissène Habré et à la perquisition opérée sur délégation du juge par la division des investigations criminelles de la police nationale qui a permis de saisir des armes de guerre, divers documents, appareils audiovisuels et téléphoniques découverts au domicile de Habré. Toutes les audiences ont été tenues en présence de Habré et de ses conseils. 6 audiences d'ouverture de scellés, 6 audiences consacrées à son interrogatoire au fond et 2 à sa confrontation avec des victimes et témoins. 6 autres audiences de notification des conclusions des rapports d'expertise. Nous voilà, après les poursuites, à la phase du jugement. L'action publique pour l'application des peines sera exercée avant qu'il ne soit envisagé de statuer sur l'action civile qui n'interviendra qu'en cas de déclaration de culpabilité. La procédure suivie est celle du civil law, héritée de la tradition juridique romano-germanique. Elle est reprise à l'article 22 du statut des chambres africaines qui précise que les questions relatives à la conduite des audiences sont régies par le code de procédure pénale. Cela signifie que le président a la direction des débats et doit œuvrer à la manifestation de la vérité. L'instruction d'audience relève de ses pouvoirs, contrairement à la procédure en cours dans le système du common law. Conformément à l'article 414 du Code de procédure pénale, il doit fonder sa décision
sur les éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et discutés devant lui. Un mot sur les victimes. Elles ont été prises en compte par le statut des chambres qui organise leurs conditions de participation au procès. Comme je l'ai indiqué, plus de 2500 victimes ont été entendues dans leur constitution de partie civile et leurs dépositions vont aider à la manifestation de la vérité. Elles sont la plupart tchadiennes, mais également étrangères, comme c'est le cas des 2 Sénégalais répertoriés dans les archives de la DDS, dont l'un des survivants a été appelé à comparaître. Au-delà de la défense de leurs intérêts civils, les parties civiles auront une part active dans les débats de fond autour de l'action publique. Et c'est en cas de condamnation pénale qu'elles pourront faire valoir leur droit à réparation des préjudices subis. Quant aux témoins, il y en a une 60aine qui seront appelés à la barre et vont comparaître sur les incidents majeurs liés aux crimes de masse. Qu'il s'agisse de la DDS, des centres de détention comme la piscine, la prison de la présidence et autres, de répression des communautés entières comme les Hadjaraï, les Arabes, les Agawa, les étrangers, les opposants politiques, les ennemis ou supposés ennemis du régime. À distinguer, il faut le faire, les témoins de contexte et les témoins de fond qui viendront aussi bien de l'étranger que du pays. Le président aussi peut, en raison de son pouvoir discrétionnaire, appeler des témoins non cités à comparaître et déposer pour aider à la manifestation de la vérité. La liste de tous les témoins a été signifiée à Hissène Habré en prison. Et après en avoir pris connaissance, il a refusé d'en prendre copie. Monsieur le Président, vous permettrez de toucher un maillon incontournable de la chaîne du mécanisme de compétence universelle. C'est l'entraide pénale internationale. Elle rend possible les investigations dans un État souverain et facilite le déplacement des victimes et témoins de l'État requis vers l'État requérant au moment du jugement. C'est vous dire que le déroulement normal des audiences, suivant le calendrier prévisionnel établi, est tributaire de la coopération tchadienne, essentiellement vitale à l'exercice de la compétence universelle par les chambres africaines. C'est le lieu ici de rendre hommage aux magistrats, officiers et agents de police judiciaire tchadiens qui se sont investis avec dévouement dans l'exécution des commissions rogatoires internationales. Leur travail a été rendu possible, il faut le reconnaître, par le gouvernement tchadien, qui a créé un pôle judiciaire et désigné un point focal pour coordonner les activités des chambres africaines sur le territoire tchadien. Les visites de terrain sur les sites habitants des charniers, les visites sur les centres de détention et la délocalisation des archives de la DDS vers le pôle judiciaire n'auraient pas été possibles sans autorisation du gouvernement tchadien qui a instruit les autorités administratives des différentes localités à assurer à nos délégations les meilleures conditions de travail possibles. Cette coopération judiciaire a achoppé sur des divergences d'interprétation à la suite de la demande d'exécution des mandats d'arrêt internationaux et de transfèrement de 2 personnes visées dans les poursuites et détenues à N'Djamena, mais finalement jugées par une cour criminelle. Et pourtant, le statut des chambres, autorisé en son article 18, les chambres africaines a sollicité tout transfert de poursuites pénales. Il faut dire qu'à l'inverse de la CPI, qui donne la primauté aux juridictions nationales d'engager des poursuites, sauf à les suppléer en cas de mauvaise volonté ou d'incapacité, les juridictions ad hoc à caractère international gardent une certaine primauté sur les juridictions nationales. Mais force est de constater que les dysfonctionnements relevés dans cette coopération n'ont eu aucune incidence dans la décision de renvoi en jugement de Hissène Habré, contre qui les juges ont trouvé suffisamment de charges liées à la perpétration des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et de torture. Nous osons espérer que cette coopération ne fera pas défaut et accompagnera les chambres à terminer la dernière mission, somme toute essentielle, que l'Union africaine leur a confiée, à savoir juger le ou les principaux responsables des crimes internationaux. Monsieur le Président, l'accusation va vous apporter au cours des débats tous les éléments de preuve sur les incidents majeurs constitutifs des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et de torture. Les chaînes de commandement tant civils que militaires qui rattachent Habré à ces crimes sera mise à jour pour arriver à démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, sa responsabilité pénale individuelle
dans la commission sur le territoire tchadien des crimes et violations graves du droit international, de la coutume internationale et des conventions internationales ratifiées par le Tchad durant la période allant du 7 juin 82 au 1er décembre 90. En conséquence, je l'invite à comparaître et à briser son silence devant les juges et répondre devant l'histoire des graves crimes dont il est accusé. Nulle autre juridiction, une fois la sentence définitive rendue, ne pourra lui servir de tribune pour exercer sa défense. La règle universelle non bis in idem ne pourra l'autoriser. Comme vous tentez de le faire accroire, M. Abré, là je m'adresse à vous, votre silence ne pourra pas être interprété par l'histoire comme une stratégie de défense, mais malheureusement comme un acquiescement de votre conscience aux graves accusations portées contre vous. Tous vos droits ont été respectés par les juges d'instruction. Invitation a été servie à vos conseils, comme à ceux des victimes, à se déplacer au Tchad aux frais des chambres dans le cadre de l'exécution des commissions rogatoires. Pour garantir le respect du contradictoire dans la procédure d'instruction, vos conseils ont répondu par la négative à la correspondance des juges leur demandant de présenter une liste de témoins à décharge aux fins d'audition et de confrontation avec les témoins à charge. Vous leur refusez même à vos conseils, malgré leur appartenance à une profession libérale et indépendante, le droit même de répondre à l'interpellation du président de la Chambre d'assises lors de votre interrogatoire d'identité. C'est certainement encore sur vos instructions qu'ils ont refusé de répondre à la convocation de M. le Président à la conférence de mise en état. Je comprends la gêne que peut éprouver une défense chevronnée, il faut le dire, qui a matière à discuter en fait et en droit dans le dossier, mais qui, par une attitude de négation de son client, risque de faire souffrir son aura. Ceci étant, M. le Président, M. le bâtonnier, s'il est dans la salle, vous conviendrez avec moi que le caractère équitable d'un procès ne saurait être entamé par une défense de rupture qui renonce volontairement et expressément aux droits qui lui sont reconnus par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont les dispositions essentielles ont été reprises par l'article 21 du statut des chambres africaines extraordinaires. Je vous remercie de votre aimable attention.